L'université Norbert Zongo de Koudougou aura bientôt de nouvelles infrastructures. Le financement vient d'être accordé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. La convention signée ce 20 janvier entre la BADEA et l'État burkinabé s'élève à 19 milliards de francs CFA. Dans ce journal, nous irons à Bobo Dioulasso où les riverains du stade Aboubakar Sangoulé Lamizana sont confrontés à une insalubrité grandissante. Les endroits publics sont devenus de véritables dépotoirs d'ordures de tout genre. Les autorités communales sont interpellées pour mettre fin à ce phénomène. À l'étranger, à partir de ce samedi, les États-Unis sont confrontés à un shutdown de l'administration. C'est la conséquence du désaccord entre républicains et démocrates sur le budget au Sénat américain. Avec cette impasse budgétaire, ce sont près de 850 000 fonctionnaires qui sont désormais en chômage technique et sans salaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, les nouvelles du championnat d'Afrique des Nations. Les étalons locaux ont plié les Chines ce soir face au Diable Rouge du Congo par 2-0. Les protégés d'Idriss Traoré du saboteur compromettent ainsi leurs chances pour la suite du CHAN. Le match s'est joué à Agadzi pour le compte de la deuxième journée. Dans le groupe D, nous y reviendrons au cours de ce journal. À la primature, le chef du gouvernement a accordé des audiences à deux structures associatives. La première, c'est le Tocsin qui plaide pour l'effectivité du vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020. Le Premier ministre a aussi écouté les préoccupations de la coalition nationale des personnes vivant avec un handicap. Daouda Ouattara et Frédéric Etienne Bassenga. C'est une audience pas comme les autres. Paul Kabatiba reçoit ses hôtes dans la cour du Premier ministère. La formation, le financement des projets et l'obtention des prêts auprès des institutions financières, la coalition nationale des personnes vivant avec un handicap est allée faire un plaidoyer et selon son premier responsable, elle a eu une oreille attentive. Ils disent que ça va aller parce que du moment que nous avons fait déjà un pas en échangeant, et lui aussi va voir le premier responsable du pays, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et vont nous venir. La majeure partie des projets que nous avions parlé, ils disent que c'est déjà bon parce que ils disent que de revenir parce que nous avons parlé de projets musicaux, des semaines culturelles, des artistes handicapés et national et international pour vendre par exemple nos œuvres et inviter par exemple des bailleurs de fonds à voir par exemple les différentes associations qui vont par exemple faire ces gens d'exposer de leurs œuvres pour eux aussi vont par exemple exposer encore d'autres choses, par exemple leurs projets qu'ils en ont besoin de financement et qui jusqu'à présent ils n'en ont pas et qu'une fois qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont là qui sont prêts pour par exemple les aider lors de ces expositions, je me dis que ça va faire beaucoup de choses. Et le Premier ministre dit qu'il s'engage et la porte du Premier ministère est ouverte à tout moment pour nous de venir. Kabatiba a également reçu le Tocsin, l'association qui se veut être le lien entre les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, est allée exposer ses préoccupations au Premier ministre. Nous avons vu le Premier ministre, nous avons parlé, plutôt quand on parle de Tocsin, c'est le vote des Burkinabés de la diaspora. Nous avons dit qu'il faudrait qu'on commence l'enrôlement dès maintenant, c'est-à-dire en 2018, parce que nous sommes à la porte, c'est-à-dire en 2020. Et si on commence l'enrôlement, nous avons demandé au Premier ministre aussi que nous sollicitons que les gars ne votent pas avec la carte d'identité biométrique. Nous avons suggéré qu'ils mettent la carte d'identité nationale, parce que la CENI et l'ONU peuvent faire ces cartes. Nous avons acheté du matériel à coût de milliards, donc je pense qu'ils peuvent aller faire les cartes d'identité burkinabé au niveau des pays où les gens vont voter. Le Tocsin a aussi demandé une maison de la diaspora au Premier ministre. Pour l'association, la diaspora peut contribuer considérablement au développement du Burkina si elle est bien canalisée. À cet effet, l'association a remis un mémorandum au Premier ministre qui consigne l'ensemble des préoccupations liées au Burkinabé de l'extérieur.
Le directeur de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique était hier sur les traces des réalisations financées par son institution au Burkina Faso. Au nom de ces réalisations, le projet Ziga 2, pour lequel la BADEA a débloqué 5 milliards de francs CFA en vue de l'approvisionnement de la capitale burkinabé en eau potable. Une autre réalisation financée par cette institution bancaire, c'est le centre hospitalier régional de Zignaré qui a également reçu la visite du directeur de la BADEA. Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Le directeur de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, sur les traces du financement de son institution. Ici, c'est le projet Ziga 2 qui est visité. Les travaux de production d'eau sont terminés avec une capacité de 7500 mètres cubes l'heure. De quoi dire adieu aux coupures intempestives d'eau à Ouagadougou. Aujourd'hui, la suite, c'est vraiment la distribution de l'eau dans la ville de Ouagadougou. Mais là aussi, les infrastructures de stockage intermédiaire, que sont les châteaux d'eau et les bâches, sont en chantier. Par la suite, maintenant, il y aura le réseau de distribution. 50 600 km donc de réseau de distribution. Et c'est particulièrement cette partie qui est financée par la BADEA. Donc la BADEA a été rassurée que son financement sera bientôt mis en œuvre pour la distribution de l'eau à Ouagadougou. Autre lieu, même ambition. La ministre de l'économie veut rassurer son hôte que les financements sont utilisés à bon escient. Nous sommes au CHR de Zignaré. Ici, la BADEA contribue à 1,5 milliard de francs CFA pour la réalisation de ce centre qui nécessite au total 3 milliards de francs CFA. Les travaux piétinent encore. L'infrastructure devrait être livrée il y a de cela 1 an. Mais pas de quoi s'alarmer. Le partenaire est rassuré, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc les inquiétudes que ce partenaire avait ont été levées au vu des taux d'exécution que nous avons donnés. Et actuellement, quand il est venu, il a vu sur le terrain les bâtiments qui sont poussés. Donc comme on a dit, le gros œuvre est quasiment achevé. Il reste des petits travaux de finition et l'installation de l'équipement. Nous avons demandé aux entreprises d'accélérer le rythme pour qu'on finisse le plus tôt possible. Donc des engagements ont été pris pour août et septembre. Les autorités rassurent, le personnel médical est déjà disponible. Aussitôt la réception faite, ce centre hospitalier va accueillir ses premiers malades. Et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage encore sur d'autres chantiers au Burkina Faso. Elle va assurer le financement de la construction de nouvelles infrastructures pédagogiques à l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Le montant de ce nouveau financement s'élève à 19 milliards de francs CFA. La signature de la convention est intervenue ce 20 janvier à l'Université Norbert Zongo de Koudougou. On voit cela avec Adama Giti et Mounira Akeri. Cette signature de convention vaut 19 milliards de francs CFA. C'est un accord de financement entre le gouvernement burkinabé et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Une main tendue de la BADEA qui va servir à construire et à équiper une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et une cité universitaire à l'Université Norbert Zongo. Le secteur de l'enseignement supérieur est un secteur qui est particulièrement important pour nos pays, étant donné que c'est ce secteur qui a la charge de produire des esprits qui sont censés gérer, transformer et développer nos pays. C'est pourquoi toute l'attention accordée à ce secteur, et c'est pourquoi aussi notre institution, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso, accorde à ce secteur l'importance que vous constatez aujourd'hui et qui se manifestera aussi sous d'autres formes et sous d'autres interventions dans le futur proche. La future UFR-ST sera composée d'un bâtiment administratif en R+1, d'un bloc pédagogique en R+2, d'un amphithéâtre de 350 places, d'une bibliothèque et d'un centre multimédia. Quant à la cité universitaire, elle sera composée de 3 blocs de 1500 lits, d'un restaurant et d'un foyer entre autres. Le ministre en charge de l'économie salue la qualité de la coopération entre la BADEA et le Burkina. C'est un partenaire qui s'est engagé
Il s'est engagé à accompagner le financement du plan national de développement économique et social et cet engagement se concrétise par un certain nombre d'accords. Aujourd'hui, nous parlons d'enseignement supérieur. Hier, nous sommes allés voir le barrage de Ziga. Avant-hier, c'était Samandeni. Et à venir, on va parler de Guiti. Il y a aussi les infrastructures en matière d'énergie et tout ça. Donc, c'est dans plusieurs domaines, sans compter le secteur privé. Et justement, cette cérémonie a également vu la signature d'un accord cadre pour la protection des petites et moyennes entreprises. Un accord qui définit les relations de partenariat entre la BADEA et le secteur privé burkinabé. Du côté de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, c'est une autre ambiance qui prévaut, notamment une perturbation des cours et des évaluations à la faculté des sciences économiques et de gestion. Cette situation trouverait ses origines dans le non-respect de la charte de programmation des évaluations. Les étudiants pointent du doigt l'administration universitaire qui, à son tour, ne reconnaît pas la responsabilité de cette situation. Des explications avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. L'atmosphère est tendue entre l'administration et les étudiants de la promotion 2016-2017 Sciences économiques et de gestion SEG 1 de l'université Nazi Boni. Et selon les étudiants, tout serait parti d'un calendrier de programmation des évaluations. Un calendrier qui, selon eux, a violé la charte de programmation des devoirs. La promotion a commencé à évacuer ce module de S1. Et à un certain niveau, l'administration a programmé des devoirs, notamment le premier devoir de méthodologie, qui était programmé pour la date du 17 juin 2017, le devoir d'anglais, qui était programmé pour la date du 24, et ensuite le devoir de méthodologie et de comptabilité générale, qui était prévu pour le 8 juillet. Tous ces devoirs se sont vus annulés pour une raison fallacieuse d'indisponibilité des salles. Et à la grande surprise des étudiants, on fait sortir un calendrier le 31 juillet, faisant cas de la programmation des 7 devoirs, à partir du 3 octobre jusqu'au 7. Donc ce qui veut dire que 2 devoirs par jour. À la reprise, les étudiants se sont concertés et unanimement, ils ont décidé de boycotter la session normale. Pour l'administration, la programmation de la première session s'inscrit dans le processus de rattrapage de l'année académique. Nous sommes en plein processus de rattrapage et de normalisation des années. Ce qui fait que nous sommes obligés par moment de nous écarter un peu de la charte, parce que si nous restons, n'est-ce pas, dans l'esprit total de la charte, c'est-à-dire que ces étudiants qui sont inscrits en SEG 1 ne devaient pas rentrer maintenant, ils devaient peut-être rentrer une année plus tard. Le 16 décembre 2017, l'administration affiche le procès verbal des délibérations de la session normale du premier semestre avec 0 admis. Un résultat qui suscite la colère des étudiants concernés. Face à ce constat, nous, au niveau de l'ANEP, il y a eu vraiment des démarches au niveau de la présidence avec une première audience, une première demande d'audience le 19 décembre. Et la demande a été accordée, on est allé. On a exposé la situation au niveau de la présidence et ce que nous avons dit, c'est que les résultats sont nuls et non avenus. Parce que d'abord, les textes ont été violés. L'administration reste campée sur sa position. Pas question de revenir sur cette délibération. Et pour une sortie de crise, le président de l'université Nazi Boni propose une autre solution. Et comme moi je viens d'arriver, ce que je vais faire, je vais vous proposer une autre session. Une session que je vais appeler session spéciale de grâce. C'est-à-dire que c'est comme une session du président qui vient d'être installé, qui n'est pas au courant de tout cela. Donc c'est moi qui vous donne ça. Parce que de toutes les manières, je ne peux pas repartir en arrière. Je n'ai pas la capacité d'annuler la délibération. Mais en vous proposant cette troisième session en réalité, ça contourne et ça résout le problème de la première session. Une nouvelle session de rattrapage est programmée le 11 janvier 2018. Même si certains étudiants ont une fois de plus boycotté cette session de rattrapage, d'autres y ont pris part, nous rassure le président de l'université Nazi Boni. Alors à un certain moment, les forces de maintien de l'ordre étaient obligées d'utiliser un peu de gaz pour les repousser. Voilà. Donc ils étaient obligés également de fermer les portes pour permettre à ceux qui étaient dedans de pouvoir composer.
Donc ils ont pu composer, ils étaient au nombre de 119. Donc il y a certains qui n'ont pas pu. Parce qu'effectivement, bon, avec cette situation très difficile d'acharnement donc de ceux qui ne voulaient pas, de tandem d'échange de coups et tout ça. Donc on a attendu, les 79 ont pu composer. Et le lendemain, et on s'est rendu compte que les gens vraiment voulaient composer. Puisque le 79, on a vu qu'il y a 99 donc, qui ont pris part à l'évaluation. Le président de l'université Nazibouni de Bobo-Dioulasso lance un appel à tous les étudiants à plus de responsabilités afin qu'ils puissent ensemble sauver l'année universitaire. Autre point de l'actualité, les travaux d'interconnexion électrique entre le Ghana et le Burkina Faso avancent à un rythme en deçà des attentes. Le ministre de l'Énergie en a fait le constat au cours d'une visite qu'il a effectuée ce samedi à Bolgatanga. La fin des travaux est très attendue pour améliorer l'offre énergétique au Burkina Faso. Roger Bembamba et Nathalie Sawadgo Nabaloum. La population burkinabé devrait attendre encore la fin du premier semestre 2018 pour pouvoir bénéficier des résultats de l'interconnexion Ghana-Burkina. Les choses ont un peu avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous espérons que d'ici, en tout cas la fin du premier semestre, que la ligne soit opérationnelle. Mais vous savez que quand on a ce type d'ouvrage à faire, ce n'est pas que seulement les installations. Après, il faut faire des tests. On est quand même à 225 kV. Il faut faire des tests pour éviter donc des situations donc déplorables dans le futur. Et donc, nous pensons que si d'ici, en tout cas, ou à l'intérieur donc du premier semestre 2018, on arrive à tout finir et finir les tests pour pouvoir faire donc la restitution de l'ouvrage, ça serait vraiment bien. C'est une centaine de mégawatts qui sont attendus pour cette interconnexion Ghana-Burkina. Une interconnexion très attendue pour le Burkina Faso, en ce sens que cela va permettre d'améliorer l'offre. Compte tenu du fait que nous avions une ligne 330 kV qui devait transporter l'énergie de Koumassi jusqu'à Bolga, et une ligne dont la construction a pris un peu de temps. Donc on a trouvé une formule transitoire qui a consisté donc à avoir une autre ligne de 161 kV qui va permettre donc de pouvoir donc avoir avec un poste de transfo de 161 kV à 225 qui va permettre d'avoir donc 50 MW de jus qui va être donc envoyé vers le Burkina. Et le temps donc que cette ligne 330 finisse d'ici juillet normalement, on pourrait donc rétablir normalement la liaison 330 kV et pouvoir donc aller vers l'offre qui a fait objet du contrat, notamment l'offre qui va vers environ 100 MW sur la ligne. De retour de Bolgatanga, le ministre Alpha Omar Dissa a marqué une halte au niveau du pont Nazino pour encourager l'équipe de la Sonabel déployée sur les lieux pour l'inspection de la ligne depuis la frontière en vue de la réception provisoire. Alpha Omar Dissa promet y retourner dans les mois à venir, question de booster le travail pour la réalisation effective du contrat. Retour à Ouagadougou où les représentantes des femmes du Burkina Faso ont présenté leurs vœux de nouvel an à Sika Kaboré, épouse du président du Faso. La cérémonie s'est déroulée hier soir au palais de Kossiam. Au-delà de l'aspect festif, les femmes ont fait le bilan des actions menées en leur faveur et dégagé les perspectives pour 2018. Urbain Benito Somé et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Les épouses des membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les élus, les ministres, bref, les femmes de toutes les catégories sociales présentes au palais de Kossiam pour souhaiter leurs vœux de nouvel an à Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. Un moment de convivialité, de fraternité, mais aussi une occasion pour faire le bilan des actions menées au cours de l'année 2017 pour l'émancipation de la femme burkinabé et l'épanouissement de la jeune fille. Il est nécessaire de souligner qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement et les partenaires au développement, plusieurs préoccupations des femmes ne sont toujours pas résolues. Ces préoccupations, faut-il le rappeler, reviennent de façon récurrente lors des différentes rencontres entre les femmes et les plus hautes autorités. Parmi celles-ci, nous pouvons rappeler la prise en charge
intégrale des maladies spécifiques de la femme, telles que les fistules obstétricales, le cancer du col de l'utérus et du sein. L'allocation conséquente de ressources matérielles et financières à la lutte contre les pratiques néfastes aux droits de la femme. Sika Kaboré est plus que jamais déterminé à apporter tout l'appui nécessaire à la réalisation de la justice sociale à travers l'égalité des sexes et l'autoprise en charge de la femme elle-même, invite les femmes à une synergie d'action favorable à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille au Burkina Faso. Les préoccupations que vous avez soulevées sont légitimes. Leur résolution ne fera que participer au bonheur auquel nous aspirons toutes et tous légitimement. C'est pourquoi, en 2018, nous devons continuer d'œuvrer à relever les défis majeurs en vue d'améliorer significativement la situation socio-économique, politique et juridique des femmes. À ce titre, j'entends poursuivre activement les actions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant et de m'investir davantage pour l'amélioration du statut de la femme dans nos sociétés. C'est notre défi à toutes, dira Sika Kaboré. Il faut se mettre au travail pour engranger de nouvelles victoires importantes en 2018 pour les femmes, partant de là pour toute la nation entière. Dans l'actualité également, des jeunes burkinabés issus du milieu rural ont achevé une formation dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. L'objectif de cette formation de 11 mois est de les aider à tirer profit de leur environnement à travers des activités agricoles et d'élevage. La cérémonie de fin de formation est intervenue hier à Latoua. C'est dans la province du Ziro. Le reportage de Konsun Koulibaly et Oumou Sissé. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ces 15 couples. Après 11 mois de formation en technique d'exploitation de fermes agricoles familiales, ils sont aptes à voler de leurs propres ailes. Travail des fosses fumières, je ne connaissais pas ça. Bon, travail pour faire les bergers, je ne connaissais pas ça. Et puis traiter les poulets, je ne connaissais pas ça. Mais maintenant, je connais les bergers, je fais les yaourts encore ajoutés. 11 mois à se former et à se faire la main dans cette ferme école de Latien, avec l'aide de l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan et d'autres partenaires. La philosophie du centre, c'est amener les jeunes à exploiter les potentialités d'abord physiques qu'ils ont. Ensuite, exploiter les potentialités de notre environnement. On les forme en agriculture, en élevage, en activités génératrices de revenus. Il y a le volet environnement que nous intégrons, mais aussi la construction de fermes. Parce que nous voulons en quelque sorte qu'après la formation, ils puissent pouvoir créer leur propre ferme. Depuis sa création en 1999, la ferme école de Latien a déjà formé une centaine de couples. Des couples qui viennent de toutes les régions du Burkina. Le problème de l'insalubrité se pose davantage avec acuité dans les grandes villes burkinabées. Le constat est fait cette fois à Bobo-Dioulasso, où certains endroits comme les alentours du stade Aboubakar Sangoulé Lamizana sont devenus des dépotoirs d'ordures de tout genre. Les désagréments sont énormes pour les riverains qui ne cessent d'interpeller les autorités communales. Des précisions avec Karim Ilboudo et Ismaël Saturné, Paris. Ce collecteur d'ordures revient sur le même site pour se débarrasser de sa charge. Pourtant, il avait été contraint la veille par les services de la municipalité de payer une amende pour le même forfait. Depuis lors, nous voyons que les gens jettent leurs ordures ici. C'est pourquoi on se dirige vers là. Si on nous interdit de venir, il faut qu'on nous dise aussi où aller avec nos ordures. Hier, on m'a contraint de payer 6 000 francs. Je n'avais pas le choix. 6 000 francs. Nous sommes à quelques mètres du stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, où le principe d'un cadre de vie sain pour un mieux vivre n'est pas évident. Il faut le dire, ce n'est pas une décharge autorisée par la municipalité de Bobo. Et donc, c'est une situation
qui s'est présenté depuis quelques années, les habitudes se sont installées et aujourd'hui ça devient un phénomène de société. Et chaque soir que Dieu fait, il y a des ordures qui sont brûlées et les habitants qui sont dans cette zone-là n'arrivent plus à respirer. Nous avons procédé d'abord depuis près de 6 mois à une sensibilisation de la population. Nous avions montré à ceux-là qui font la précollecte, on les a montré les sites autorisés pour les décharges. Et donc nous avons un site qui est sur la route du Mali, il y a un site sur la route de Dédougou, il y a un site sur la route de Ouaga, mais les raisons que les uns et les autres avancent est souvent la distance. Comme le conducteur de cet engin, elles sont nombreuses ces personnes qui défilent à longueur de journée aux environs du plus grand stade de Bobo-Dioulasso pour se débarrasser de leurs ordures. Un comportement de longue date qui cause d'énormes désagréments. Les riverains, ils ne peuvent pas parler, ils sont étouffés par ces ordures. Pendant la saison des pluies, l'odeur, on ne peut pas respirer. Souvent, je viens courir ici. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Voilà, surtout quand on a besoin d'oxygène. Vers les 16 heures, vous pouvez passer, vous verrez qu'il y a des vieilles personnes qui viennent aussi faire la marche. Voilà, puisque le cadre est bien goudronné. Mais malheureusement, ce que nous respirons ici, ce n'est pas ce que nous espérons respirer. C'est dans la nuit que les gens allument les ordures. Une fois qu'elles sont allumées, la fumée nous pénètre jusque dans nos chambres. Alors, il faut le dire, c'est avec tristesse et désolation que chaque nuit, il m'arrive des fois de recevoir plus d'une dizaine de messages. Et, Monsieur le maire, nous n'arrivons pas à dormir. Monsieur le maire, nous sommes envahis par la fumée. Monsieur le maire, nous sommes inondés. Pour remédier un tant soit peu à ce problème, les autorités locales ont déployé sur le terrain des brigadiers dont le rôle est de barrer la voie à toute personne voulant jeter des ordures. Nous sommes là pour surveiller l'environnement, pour éviter que les gens ne versent les ordures. Souvent, il y en a qui comprennent. Quand ils nous voient comme ça, ils ont peur. Outre cette mesure, le premier responsable de l'arrondissement numéro 7 de Bobo-Dioulasso a sa propre idée. Ici, d'ici là, nous n'avons pas les finances qu'il faut. Nous allons faire intervenir un certain nombre d'acteurs et qui, après, vont s'occuper de l'exploitation de la zone. Parce qu'il faut le dire, la nature ayant horreur du vide, si nous procédons à l'enlèvement de ces décharges, de ces ordures-là, sans l'occupation du terrain, les mêmes habitudes vont reprendre. Au-delà des environs du stade général Abouakar Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, la gestion des ordures reste un défi à relever pour les autorités de la ville. Sur un autre site, à quelques encablures du stade, ce panneau d'interdiction reste impuissant devant des attitudes inciviques. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur la capitale du Sud-Ouest pour évoquer une fois de plus cette affaire de lait contaminé. Rappelons que le lait incriminé est de la marque Pico, un produit qui se vendait régulièrement dans les pharmacies. Depuis que l'alerte a été donnée, les pharmaciens sont à pied d'œuvre pour retourner les produits incriminés à leurs fournisseurs. Constat à Gawa avec Elvis Tuina et Jacques Ouedraogo. Nous sommes ici à la pharmacie Shalom de Gawa. Le premier responsable de cette pharmacie dit avoir vendu une certaine quantité de lait Pigo, la marque de lait incriminée. Ces produits étaient effectivement disponibles dans nos rayons avant l'alerte. Depuis que ça est là, de temps en temps ça sort, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, des mamans, qui détiennent à toujours les boîtes de marque Pico. Depuis que l'alerte a été donnée, Dr Laura Combego rassure que tous les produits de marque Pigo ont été retirés de la vente et retournés aux fournisseurs. Contrairement à ici, à la pharmacie des collines, des produits de marque Pigo sont toujours en vente. Dr Alain Combasséré s'en explique. En réalité, ce n'est pas tous les produits Pigo qui sont concernés. Il y a un certain nombre de lots qui sont concernés. Je rassure les clients que les produits Pico qui sont toujours dans nos rayons ne sont pas incriminés. Ils ne font pas partie des lots concernés. Donc ces produits Pico n'ont aucun problème. Pour Dr Alain Combasséré, il n'y a pas lieu de s'alarmer. La situation n'est pas aussi critique. Nous, pharmaciens, on ne comprend pas pourquoi
ça a pris autant d'ampleur. D'ailleurs, c'est une suspicion, on n'a pas dit que c'est contaminé, c'est une suspicion, on pense que ça pourrait être contaminé. Donc c'est pourquoi, par précaution, on rappelle tous ces produits-là pour ne pas prendre des risques. Dans la ville de Gawa, aucun retour de produits contaminés de marque Pigot n'a encore été enregistré dans les deux pharmacies. Les pharmaciens exhortent tous ceux qui détiendraient par devers eux ces produits incriminés à les rétrocéder afin d'éviter toute contamination. Être agent des douanes et embrasser une carrière musicale, cela est bien possible. Et la preuve vient d'être donnée par le douanier Démé Depoda. Il met sur le marché du disque un album de 10 titres chantés en français et en dagara. Dans son œuvre musicale, Démé Depoda aborde des thèmes relatifs à l'éducation, à la cohésion sociale, sans oublier les risques liés au métier de la douane. On en sait plus avec Jean-Eudes Bayala et Bouma Ernest Nebi. En live sur scène, devant ses fans, Démé Depoda revisite les titres de son tout premier album. Un album intitulé Pour Wagoyir, Femme vient au foyer. Un titre qui interpelle la femme sur son rôle et sa place dans le foyer. J'ai remarqué que nos femmes actuelles au Burkina Faso, les femmes désertent les villages au profit des grandes villes. Voilà, ils laissent les foyers, alors que c'est la femme qui est le foyer. Un foyer sans femme, ce n'est pas un foyer. Chanté en français et en dagara, l'album nous plonge dans l'univers de la tradition dagara et les thèmes comme l'éducation, la cohésion sociale y sont abordés. C'est un album dans lequel l'artiste rend également un vibrant hommage à ses collègues douaniers. Il loue leur courage face aux conditions de travail et aux risques du métier. Dans ce titre, je décris le souci du douanier dans l'exercice de sa fonction. Oui, parce que la fonction du douanier, alors c'est un métier très dangereux. Voilà, c'est le peuple qui les a mis, et ils font le boulot, et dans ce même boulot-là, on tue des douanes. Pour Ouagouyir, Femme vient au foyer est un album de 10 titres qui conscientise et sensibilise le public sur les différents maux qui minent la société burkinabé. Et l'artiste Démé Depoda dit continuer dans la même dynamique de conscientisation dans ses prochains albums. Voilà, en sport, on vous le disait en début de journal, les étalons locaux ont plié les Chines ce soir face au Diable Rouge du Congo par 2-0. Les protégés d'Idrissa Traoré dit saboteur compromettent ainsi leur chance pour la suite du CHAN. Le match s'est joué à Agadir pour le compte de la deuxième journée dans le groupe D. Le résumé avec Abdoulaye Kabouri. Le match a gagné et surtout à ne pas perdre pour les étalons locaux face au Diable Rouge du Congo. Une première mi-temps qui laisse entrevoir de bonnes dispositions des protégés d'Idrissa Traoré saboteur, amenés par Netanyahu Junior, Romoé Boni et Issa Gouo. Du côté congolais, les coéquipiers de Biseki essaient de construire. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. En seconde période, les Diables Rouges de Naris dominent et seront récompensés à la 65e minute. Congo 1, Burkina Faso 0. Les étalons courent après l'égalisation. Le maître à penser, Idrissa Traoré saboteur, procède à des changements. Les étalons abdiquent. Ils encaissent un second but dans le temps additionnel. Les Verts sont désillusionnés et ils compromettent bel et bien leur chance pour la suite de la compétition. Voilà, actualité à l'étranger. En Égypte, le président Al-Sisi est candidat à sa propre succession. Il a annoncé sa candidature à l'élection prévue en mars prochain. Selon l'actuel président égyptien, cette élection sera libre et transparente, mais l'opposition affiche déjà ses doutes sur l'organisation du scrutin. En Égypte, le général Al-Sisi brigue un second mandat présidentiel. Ce vendredi, le chef de l'État a déclaré qu'il se portait candidat en vue des élections du mois de mars, un scrutin qui devrait lui permettre de rester à la tête du pays, malgré une popularité écornée par sa politique d'austérité et par une répression sévère. Je présente au prochain président ce qui a été réalisé pendant les 4 dernières années. Un prochain président que vous choisirez de votre plein gré lors des prochaines élections présidentielles.
Elles seront, je l'appelle de mes vœux, un modèle de liberté et de transparence caractérisé par l'égalité des chances entre les candidats. Ce discours ne convainc guère l'opposition qui juge ce scrutin gagné d'avance pour l'actuel dirigeant égyptien. Pour l'instant, l'avocat et militant des droits de l'homme Khaled Ali fait figure de principal adversaire, mais les poursuites judiciaires dont il fait l'objet pourraient marquer un coup d'arrêt à sa campagne. D'autres candidats potentiels ont jeté l'éponge ces dernières semaines. Ces derniers mois, les attentats de groupuscules djihadistes se sont multipliés. L'état d'urgence a été instauré dans le pays en avril dernier. Les États-Unis font face à un shutdown, comprenez par là une fermeture partielle de ces administrations à partir de ce samedi. Concrètement, c'est près de 850 000 fonctionnaires américains qui sont mis en chômage technique et sans salaire durant le shutdown de l'administration américaine. Cette situation est consécutive au manque d'accord entre les sénateurs démocrates et républicains sur le budget. Le camp républicain n'a obtenu que 50 voix, alors qu'il en aurait fallu 60 pour que le Sénat prolonge de 4 semaines le budget fédéral, le temps pour républicains et démocrates de se mettre d'accord sans pression excessive. Le vice-président Mike Pence a réagi très vivement à cet échec. Les sénateurs démocrates, à quelques exceptions près, ont choisi de privilégier la politique politicienne à notre défense nationale. Et faire cela plutôt que de remplir les obligations de notre gouvernement fédéral, c'est tout simplement inacceptable et c'est décevant. Le vice-président des États-Unis fait allusion aux militaires en opération extérieure qui s'inquiéteraient de ne pas être payés en raison du blocage budgétaire. Pourtant, ceux-ci ne seront pas touchés par cette situation qu'on appelle un shutdown. Trump célèbre le premier anniversaire de son investiture à la Maison-Blanche avec un shutdown. Ce n'est pas bon pour un président. La question est maintenant de savoir ce qu'il est disposé à faire pour sortir de cette situation. Est-il prêt à la subir pendant une semaine, 2 semaines? L'administration Obama a connu un shutdown de 16 jours et c'était vraiment long pour tous les employés du gouvernement qui avaient été mis en chômage technique, pour les parcs nationaux dont les accès avaient été restreints. C'était en 2014 et près d'1 million d'agents avaient alors été contraints de chômer dans l'ensemble du pays, mais principalement dans la capitale fédérale, Washington. Voilà, c'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir sur la RTB. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à nos programmes.